Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Un cyclone s'est abattu sur la Birmanie. Des vents dépassant les 200 km/h ont dévasté l'ouest du pays. La ville de Rangoon a été touchée. Le bilan est de plusieurs centaines de morts. Il y a un an, la France s'apprêtait à élire Nicolas Sarkozy. Un an après, c'est l'heure des premiers bilans. Ce soir, nous reviendrons sur un élément de la rupture qu'il souhaitait, le style, ou plutôt les styles de présidence adoptés par le chef de l'État. Le beau temps, le soleil, les vacances, et puis l'heure des retours sur les routes de France. Des retours difficiles ce soir aux abords de la capitale, mais également dans la vallée du Rhône. Nous ferons le point dans un instant. Le grand format de ce dimanche, c'est un témoignage, celui de Lydia, bouleversée par l'affaire Fritzl en Autriche. Cette Française a choisi de raconter son propre calvaire, une femme terrorisée par son père pendant 28 ans. Enfin du football, les matchs de la peur vont se poursuivre jusqu'au bout pour Toulouse, Lens et Paris. Chacun craint une descente en Ligue 2. Nous verrons ce soir quelles seraient les conséquences pour un club comme le Paris Saint-Germain de quitter l'élite du football français. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous et on commence par la Birmanie. Le bilan ce soir n'est que provisoire, mais il est déjà de 350 victimes. C'est la conséquence du cyclone qui a traversé 5 régions du pays. La plus grande ville, Rangoon, a été fortement touchée. Les vents, je vous le disais, ont atteint plus de 200 km/h. Sophie Rodier. En 48 heures, le cyclone Nargis a tout dévasté sur son passage. Sous un déluge, les vents ont soufflé jusqu'à 240 km/h. Ici, les habitants abandonnent leurs maisons détruites, quelques vêtements récupérés à la hâte. Dans certains quartiers de Rangoon, la capitale économique, plus d'électricité, plus de transport et plus d'eau potable. Les militaires déblaient les routes, mais des témoins déplorent la lenteur des secours. Sur ces images de la télévision d'État birmane, n'apparaît aucune victime, mais plusieurs centaines de personnes auraient trouvé la mort. Le Premier ministre birman, qui quitte rarement son palais, tente de rassurer les sinistrés. Les sans-abri se compteraient par dizaines de milliers, même s'il est impossible de connaître la réelle ampleur des dégâts, les communications sont coupées. Les Nations Unies ont proposé leur aide, mais pour l'instant, la junte militaire birmane ne l'a pas acceptée. Au Chili, c'est un volcan qui inquiète toujours une partie de la population. Plus de 4000 habitants de la zone sud du pays ont dû abandonner leurs habitations. Et ce qui est comme souvent impressionnant dans ce type d'éruption, c'est la luminosité, les cendres et l'épais nuages qui se sont mis en place sur la région. Richard Binet. Le réveil d'un géant. Après un sommeil de 9000 ans, le vieux volcan s'est remis à gronder. Ces premières images aériennes montrent avec précision le cratère qui s'est ouvert en son sommet, d'où s'échappe un panache de fumée blanche de plusieurs centaines de mètres de haut. Au pied du volcan, la ville de Cheten donne l'image d'une bourgade enneigée. Un manteau de cendres a recouvert la région dans un rayon de 20 km. Les autorités ont distribué des masques, l'eau potable est amenée par camion, les évacuations par la mer, le chemin le plus sûr, se poursuivent. Hier, c'était les femmes et les enfants, aujourd'hui ce sont les hommes, mais dans les campagnes, les secours tardent à arriver. Le gouvernement s'occupe des gens des villes, mais pas des paysans. Nous sommes isolés, nous ne savons pas si nous serons évacués demain ou un autre jour. En fait, nous ne savons rien. Je suis d'ici et je mourrai ici. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai mon travail. C'est ici chez moi. À terme, 7000 personnes devraient quitter la région. Les autorités reconnaissent ne pas savoir quand les évacués pourront rejoindre leur foyer, s'ils le retrouvent un jour. Tout dépend des humeurs du volcan, dont les sismologues prévoient une éruption imminente. En France, il a une nouvelle fois fait beau aujourd'hui sur une grande partie du pays, mais il a fallu reprendre pour beaucoup le chemin du retour, fin de week-end prolongé ou fin de vacances, avec pour conséquence de nombreux ralentissements dans la vallée du Rhône, près de Bordeaux, en Normandie ou encore en Île-de-France. On fait le point ce soir avec Édouard Bergeon et Sébastien Lafargue. Les retours de vacances et de week-end prolongés sont parfois bien longs. À 18 h, on comptait 200 km de bouchons sur l'ensemble du réseau routier. Point critique, le péage de Saint-Arnoux sur la 10 pour rejoindre la capitale. 60 km de ralentissement. 20 minutes, on a fait 3 km, c'est pas beaucoup. Hein. Ah, mais c'est les joies du retour en région parisienne, avec des bouchons traditionnels. En province, le trafic est dense dans la vallée du Rhône et au retour de Normandie. 26 km de bouchons à Pont-l'Évêque. Mais dans l'ensemble, on circule plutôt bien. Car ce week-end, l'allié de la gendarmerie pour fluidifier la circulation, c'est le soleil. Les aires d'autoroute sont aussi bondées que les plages. Pas forcément du goût de tous. Que de la route quoi. Avec la chaleur en plus là qui est revenue, c'est dur quoi.
29 degrés sur le sable, c'est beaucoup plus paisible sur la plage du Touquet, qui a sorti ses plus beaux 2 pièces, et les dragueurs qui vont avec. On essaie de visualiser la personne, pour voir s'il y a possibilité ou pas. Les estivants ont profité jusqu'au bout de ce premier soleil de mai, en espérant le week-end prochain aussi chaud. La route, justement, pour la 12e fois en quelques mois, un radar fixe a été détruit à l'explosif. La cible était située, comme toujours, en région parisienne, à l'entrée cette fois de la commune de Saint-Gervais, dans le Val d'Oise. 10 actions ont été revendiquées par la fraction nationaliste armée révolutionnaire, une mystérieuse organisation sur laquelle enquête le pôle antiterroriste de Paris. Lionel Feuerstein, Delphine Paric-Miller. Ça commence à faire beaucoup. Dans la nuit de vendredi à samedi, du côté de Saint-Gervais, dans le Val d'Oise, un nouveau radar installé il y a moins de 3 semaines a sauté, piégé à l'explosif. Le 12e en moins d'1 an. 12 explosions, toutes situées dans le même secteur géographique, au nord et à l'ouest de Paris. 10 de ces attentats ont été revendiqués par la FNAR, comprenez, Fraction nationaliste armée révolutionnaire. Un groupuscule aux idées plutôt confuses. Dans un courrier du mois de mars, il revendiquait en vrac la suppression des radars, la baisse des impôts, une relance de la natalité, mais aussi l'expulsion de tous les clandestins. Le discours est d'extrême droite, mais le logo rappelle le terrorisme allemand d'extrême gauche, celui de la bande à Bader. Nous les considérons comme potentiellement dangereux. Comme je vous le disais, à partir du moment où des gens commettent des attentats, utilisent des explosifs, ce sont déjà des gens dangereux. Pour cesser leur action, ces artificiers demandent toujours une rançon de 4 millions d'euros. Ce 12e attentat n'a pas encore été revendiqué. En attendant, l'enquête a été confiée aux policiers de l'antiterrorisme. Le rassemblement du Technival à Crussé Village est terminé. Selon les organisateurs, 25 000 toughers, c'est ainsi qu'on appelle les fidèles de ces rendez-vous, se sont trouvés ce week-end sur la base de l'OTAN en Eure-et-Loire. Une rave party encadrée et sous surveillance. Quelques heures avant et en marge de ce rassemblement, une quinzaine de personnes avaient été placées en garde à vue pour trafic de stupéfiants. C'est officiel depuis aujourd'hui, les catholiques comptent en France un nouveau lieu de pèlerinage. Il s'agit de Notre-Dame-du-Lot, dans les Alpes. C'est la première fois qu'un tel événement survient depuis la reconnaissance du caractère surnaturel des apparitions de Lourdes en 1862. Des milliers de fidèles s'étaient déplacés ce matin pour l'événement. Stéphane Dépinois, Christophe Larocca sur place. Notre-Dame-du-Lot attendait cela depuis plus de 3 siècles. La reconnaissance officielle des apparitions de la Vierge Marie à une petite bergère. C'est désormais chose faite. Je reconnais l'origine surnaturelle des apparitions et des faits vécus et relatés par Benoît Rancurel. En conduisant son troupeau, la petite bergère allait à la rencontre de celle qu'elle nommait la Belle Dame. Au total, 600 apparitions et selon l'Église, un vrai don. Elle disait à des personnes ce qu'ils avaient fait de la part de la Vierge Marie, en citant les personnes, voilà ce que vous avez fait. Vous avez exploité la ferme de votre voisin, vous les avez volés sur les champs, il faut absolument que vous convertissiez votre vie. Elle recevait de temps en temps des claques par insolence. Ce matin, pour la cérémonie, 6000 fidèles sont montés au sanctuaire. On est très heureux, on assiste vraiment à un événement exceptionnel qu'on verra qu'une fois dans notre vie. En procession cet après-midi, ils sont actuellement 120 000 à fréquenter Notre-Dame-du-Lot chaque année et bientôt beaucoup plus. Je ne pense pas que ça deviendra commercial, mais le côté du cœur sera, je pense, très important. Selon l'évêque, le sanctuaire est d'autant plus important qu'il se trouve dans un département rural qui manque de prêtres. Ce que je souhaitais, c'est d'une part que les fidèles qui viennent ici sachent qu'ils peuvent venir en toute confiance, et puis si ça permet de faire découvrir ce lieu à d'autres personnes, eh bien je m'en réjouis. Ce serait prétentieux de dire on va essayer de concurrencer Lourdes. Prochaine étape, la petite bergère Benoîte pourrait être reconnue sainte. La béatification est déjà à l'étude au Vatican. Politique, que faut-il penser du service minimum d'accueil dans les écoles un jour de grève? Eh bien, Xavier Darcos, lui, n'en pense que du bien. Le ministre de l'Éducation, après une première expérience, souhaite désormais le généraliser, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, et notamment des syndicats. Réaction également à gauche, Jacques Lang était l'invité aujourd'hui du dimanche, 13h, on l'écoute. C'est de la frime, c'est surtout du camouflage.
du camouflage des échecs que rencontre le gouvernement dans le domaine de l'éducation. Voilà, s'il y a vraiment un domaine dans lequel on doit mettre 5 sur 20 ou 4 sur 20, c'est pour l'école et l'éducation. Aujourd'hui, le ministre a brisé les programmes de l'école élémentaire qui avaient été unanimement approuvés par les professeurs. Le ministre fait disparaître des milliers et des milliers de postes qui vont mettre en danger la qualité de notre lycée. La vérité, c'est que le rôle d'un bon ministre, c'est d'éviter la grève. Nous sommes le 4 mai et dans 2 jours, cela fera exactement 1 an que Nicolas Sarkozy est devenu président de la République. Dans nos différentes éditions, nous aurons l'occasion de dresser un bilan sur le fond des réformes engagées. Voici ce soir le bilan de la rupture sur la forme. 12 premiers mois et un style de présidence analysé en images par Mickaël Darmon, Samuel Humez et Stéphane Guillemot. Mai 2007, Nicolas Sarkozy ou le président de toutes les ruptures. Le Sarko-style est entré à l'Élysée, scénographie d'une nouvelle énergie présidentielle, affichant sans complexe sa réussite et ses amitiés avec les grands patrons. J'ai pas l'intention de me cacher, j'ai pas l'intention de mentir, j'ai pas l'intention de m'excuser. La saga Sarkozy commence, glamour, gloire et politique au sommet de l'État. Le nouveau président est sur tous les fronts. Portable vissé à l'oreille, des solutions toutes faites pour chaque problème. On se croirait presque dans la série 24 heures, un super agent avec un super agenda. En une journée, il passe de la réforme des universités au problème du Darfour. Il est le président tout info qui parle à la place de tout le monde. Merci Monsieur le Président, merci de me donner la parole. On parle alors d'hyper-présidence, pas hyper bien, critique l'opposition. Peut-être, mais vous avez des informations que je n'ai pas, il y a peut-être un Premier ministre aussi. Hyper pressé, mais toujours trouvant le temps de s'arrêter pour grignoter, comme dans cette épicerie corse. Des rois au président, avec lui c'est toujours pareil. Il touche, il embrasse, il en serre, comme pour se rassurer. Avec lui, tout marche à l'affect. D'être tout seul en première ligne dès que les choses vont commencer à se gaber. Bien sûr, il prend un risque, mais c'est son honneur. Dans le même temps, Nicolas Sarkozy essaye d'éviter une autre rupture, imposée celle-là par Cécilia. Rien n'y fait, le 18 octobre, c'est officiel, jeudi noir pour le président. Entre son divorce et les grèves, Angela console Nicolas au sommet de Lisbonne. Crise personnelle et crise économique, le style Sarkozy commence à déconcerter. C'est toi qui as dit ça? Descends un peu le dire, descends un peu. La visite du président Kadhafi à Paris inaugure une série de recadrages par rapport aux grandes déclarations de campagne. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. J'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Nouveau rebondissement, 2 mois après son divorce, Nicolas Sarkozy passe au rayon célébrité politique en révélant son idylle avec l'ex-mannequin chanteuse Carla Bruni. Pour ses vœux à la presse, il prépare un cocktail explosif, 2 volumes de vie privée. Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Pour une dose de pouvoir d'achat. S'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Coup de foudre présidentiel, mais court-circuit dans l'opinion. Les Français jugent sévèrement le président, alors au salon de l'agriculture, il y en a un qui va prendre pour tout le monde. Ah non, pas fort. Casse-toi alors. À l'Élysée, l'entourage de Nicolas Sarkozy s'inquiète et le persuade de changer de style. Le président accepte à contre-cœur. Le président, dans l'imaginaire des Français, ça reste une image gaulienne, pompidolienne, mitterrandienne, chiracienne. Et Sarkozy, lui, ne voulait pas subir cet héritage et il a été obligé finalement de s'adapter à ses modèles antérieurs et à revenir à une conception plus classique de la présidence. Et je pense que d'une certaine façon, c'est pour lui vécu comme un échec. Avec la nouvelle première dame Carla Bruni Sarkozy, une nouvelle vie de couple commence à l'Élysée après des mois de tumulte. C'est comme un rêve de résider à Windsor. Nous pourrons dire, nous y étions. Entre posture présidentielle et pose people, Nicolas Sarkozy tente désormais de maîtriser son tempérament.
Sans doute moi-même j'ai fait des erreurs. À partir du moment où il y a de l'inquiétude, de la mauvaise humeur, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Et moi je ne suis pas une personne à nier les choses. 12 mois pour découvrir les réalités du pouvoir. Mais entre Sarko la rupture et le président Nicolas Sarkozy, le bras de fer n'est peut-être pas terminé. L'emploi est une des priorités du gouvernement et le préfet du Rhône a décidé de mettre l'accent sur l'emploi des jeunes diplômés issus des quartiers sensibles. Il a fait le choix de contacter 600 entreprises de son département il y a quelques mois. Un coup de pouce qui semble déjà avoir porté ses fruits. On regarde le reportage de Virginie Fichet et Philippe Fivet. Son CAP de couturière ne lui ouvrait pas beaucoup de portes. À 21 ans, Kelly habite un quartier dit sensible, mais travaille depuis 1 mois et demi en CDI dans ce magasin de sport. Sélectionnée par la NPE, elle a bénéficié de ce petit coup de pouce supplémentaire pour surmonter les préjugés. On ne doit pas se bloquer sur nous-mêmes. Il faut faire montrer aux employés, aux patrons qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Parce que pour eux, ils voient que nous sommes des jeunes qui traînent dans la rue, qu'on habite dans des quartiers. Par le biais de la NPE, le préfet a contacté 600 entreprises dès l'été dernier. Hervé Guillot, l'employeur de Kelly, a joué le jeu et constate une réelle évolution. Je n'ai plus affaire à une administration quelconque, j'ai affaire à une entreprise qui place des jeunes, qui sélectionne de vrais candidats et non pas nous envoyer des piles de CV pour faire un peu du nombre, comme on appelle ça. Depuis le début de l'opération, 1520 jeunes diplômés de moins de 30 ans ont été ciblés. 2 tiers ont trouvé un emploi et le préfet ne compte pas s'arrêter là. La prochaine étape concernera 1000 jeunes non diplômés cette fois. Nous sommes trop souvent partis d'obligations de moyens. Là, nous sommes dans une logique de projet et de résultats qui procède des individus, des parcours personnalisés et qui visent simplement à la considération de chacun. Fethi a décroché une équivalence de son diplôme algérien de management il y a 2 ans. Depuis, il galère. Déménageur, homme d'entretien, il n'a pas ménagé ses efforts, mais se sentait perdu. Avant, par exemple, quand j'ai cherché du travail, c'était beaucoup plus difficile, c'était de cerner et de gagner du temps. Avec le conseiller, par exemple, il m'a orienté. Il m'a montré les lignes directrices pour réussir. Grâce à ce nouvel accompagnement personnalisé, Fethi a décroché un entretien. Dans quelques jours, peut-être grossira-t-il les statistiques de la préfecture qui vise à réduire de 40% le chômage des jeunes dans ces quartiers avant la fin de l'année. Économie toujours, où en est-on de la carte vitale? Elle a 10 ans déjà et la question à l'époque était de savoir si les usagers et professionnels de santé allaient l'utiliser. Il a fallu un peu de temps, des débuts laborieux et quelques réajustements pour éviter les fraudes, mais aujourd'hui, 1 milliard de feuilles de maladies électroniques sont traitées chaque année. Seulement, chez les professionnels, certains rechignent toujours à l'utiliser. On voit cela avec Yves Ginca et Lionel Langlade. Il y a 10 ans, la carte vitale, c'était une expérience testée un peu partout en France. Aujourd'hui, il existe près de 60 millions de ces petites cartes vertes et leur utilisation s'est quasiment généralisée. Pour ce pharmacien parisien, tout s'est passé très vite. Ça s'est très vite fait, hein. Finalement c'était quelque chose qui allait dans le sens des besoins et puis ça s'est très vite intégré, on est vite passé à une utilisation quasi totale de la carte vitale. Auparavant, pour se faire rembourser, après une visite chez le médecin ou un achat chez le pharmacien, il fallait remplir des feuilles de soins, puis les envoyer à la sécurité sociale. Des milliers de personnes traitaient ces dossiers. Grâce à la carte vitale, la télétransmission a éliminé la paperasse. Les informations sont directement envoyées à la Sécu. Avec 1 milliard de feuilles de soins électroniques par an, le taux d'utilisation de la carte vitale plafonne pourtant à 70%. Explication, certains médecins comme celui-ci n'ont toujours pas adhéré au système, car les frais d'installation sont à leur charge. Ordinateur, modem, abonnement, 4 500 € environ. C'est un peu injuste que ce soit aux médecins de payer ce système et de l'assumer et d'en être responsable en plus. Ça, c'est là le problème. 10 ans après son lancement, la carte vitale a permis à la Sécu de réaliser des économies. Son seul défaut, les risques de fraude. Pour y remédier, les prochaines cartes vitales porteront notre photo. Dans 2 ans, 59 millions d'assurés devraient en posséder une.
Le grand format de ce dimanche avec le témoignage d'une Française de 45 ans habitant en région parisienne qui a connu un calvaire proche de celui qui vient d'être révélé en Autriche. Lydia a été violée et maltraitée par son père, un homme qui a gardé une emprise sur elle jusqu'à l'âge de 36 ans en la terrorisant. Et s'est bouleversée par le calvaire de la jeune Autrichienne qu'elle a décidé de se confier. Un témoignage qui peut être douloureux pour les plus jeunes téléspectateurs. Franck Genozo, Catherine Juste. C'est un geste simple, anodin. Passer ses mains sous l'eau. Pourtant, c'est un des petits bonheurs quotidiens qui lui ont longtemps été interdits. Ça vient d'où, ça? Manque d'eau. On n'avait pas le droit de se laver. On avait le droit de se laver une fois par mois. Pendant 28 ans, Lydia Guardo a vécu l'enfer ici, dans ce corps de ferme vétuste. Séquestrée, violée quotidiennement par son père. Torturée par sa belle-mère. Le cauchemar commence un soir dans la salle de bain. Elle a à peine 8 ans. J'ai pas voulu rentrer dans le bain parce que quand vous mettez le pied, c'était un petit peu chaud. Et elle m'a attrapé, elle m'a mis dedans. Elle a frotté. Frotté, puis j'ai plus de peau. 8 mois d'hôpital pour des brûlures au 3e degré. À sa sortie, son père la retire de l'école pour, dit-il, mieux s'en occuper. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu faire mes pansements. Puis mes pansements, il a fait autre chose. Les violences ont lieu au 2e étage de cette bâtisse qu'elle n'a pas les moyens de quitter. C'est là, dans un réduit de quelques mètres carrés, qu'elle est attachée et violée par celui qui est son père légitime, mais pas biologique. Ça, c'est toutes tes punitions. Ça, c'est parce que j'avais fait une fugue. Et là, j'avais fait une bêtise aussi. J'avais fait tomber la machine. Et vous faisiez ça avec quoi? Avec de l'acide chlorhydrique. Tant qu'on n'avait pas mal, tant qu'on ne criait pas, continuez. Puis après, quand vous vous réveillez, vous êtes plein de sang. C'est vrai, c'est de la violence, puisqu'on était tapés, mais pour nous, c'était normal. Les enfants, c'était normal. Tout était normal. Personne ne disait rien. Donc c'était normal. De ces viols répétés naissent 6 enfants. À chaque fois, le vieux, comme elle l'appelle, assiste à ses accouchements. La sage-femme, elle a dit comme ça, et le père. Et le vieux, il s'est levé, et elle est venue à côté de moi, il a dit comme ça, c'est moi le père. C'est moi qui vais lui donner à manger à cet enfant, c'est moi qui vais le nourrir. Et puis ça s'est passé comme ça. Et la sage-femme n'a pas réagi? Elle n'a pas réagi, elle m'a fait l'accouchement, tout. Elle a donné le petit à mon père. Et elle vous a pas demandé si vous aviez besoin d'aide? Non. Pendant toutes ces années, les autorités ne s'aperçoivent de rien. Pourtant, Lydia Guardo fugue jusqu'à 8 fois par mois. À chaque fois, les services sociaux la renvoient chez elle. Les gendarmes enquêtent, sans rien déceler. Les voisins, eux, portent plainte, mais pour nuisance sonore, l'enfant criait trop fort. Le flic, il a dit comme ça, bon, on se calme, chacun chez soi, et puis c'est tout. Il n'y a rien eu d'autre. En 1999, Raymond Guardo décède d'une crise cardiaque. Il ne sera jamais jugé. L'ex-belle-mère est quant à elle condamnée pour non-dénonciation de crimes et agressions sexuelles sur mineurs. 4 ans de prison avec sursis. Une immense déception pour Lydia Guardo. Mais il y a quelques jours, elle découvre une histoire proche de la sienne survenue en Autriche et qui suscite chez elle un espoir. J'aimerais bien voir le monsieur là qui a fait ça à sa fille. Lui poser la question pourquoi il a fait ça à sa fille. Comme ça, j'aurai la réponse peut-être de mon père. Est-ce que vous aimeriez rencontrer cette dame en Autriche? Oui. Pour dire je suis pas toute seule. Pour dire on va être à 2, on va s'entraider. Lui expliquer aussi comment vivre avec l'image du tortionnaire. Quand je vois mes enfants, je vois le vieux. Parce qu'ils ont tous un... J'ai le plus grand, il a le caractère du vieux. Ils ont tous... Et vous les aimez quand même? Oui. Avant, non. Je dis, ils le savent. Quand on est mort, j'avais envie de découvrir plein de trucs. Parce qu'au départ, je n'osais pas sortir. Mais quand je suis sortie, c'était plus la peine là. Même là, en ce moment, vous avez de la chance de m'avoir ici. Parce que je suis toujours partie. Elle est bonne, ma vie. Elle est bien. Bon, elle est un peu chère, hein, c'est vrai. Hein. Mais bon, c'est pas grave. La vie, elle est bonne à vivre. Dans 15 jours, elle publiera un livre sur son histoire. Elle rêve aussi de changer de nom, d'un beau mariage avec le papa de ses 2 derniers enfants, de vacances au bord de la mer en famille. Après tout ce qu'elle a vécu, elle ne craint plus les petits chocs de la vie, l'insouciance d'une adolescence qui commence à l'âge de 45 ans. Voilà.
En bref, une nouvelle étape dans l'affaire Florence Cassé, cette Française condamnée au Mexique à 96 ans de prison. Ses parents réclamaient hier, je vous le disais, une intervention du chef de l'État. On a appris aujourd'hui qu'ils seront reçus mercredi à l'Élysée. Dans l'actualité à l'étranger, un rendez-vous attendu est réclamé, cette fois également. Mais pour quel résultat? Des discussions entre deux émissaires du Dalai Lama et des responsables chinois ont eu lieu aujourd'hui à Shenzhen. Le thème de ces entretiens, la crise au Tibet, bien sûr. Selon l'agence Chine Nouvelle, les participants se seraient mis d'accord pour poursuivre ces rencontres. Aucune date n'a été en revanche fixée pour le moment. Mardi, les primaires reprennent aux États-Unis pour les deux candidats démocrates. Ce sera au tour de l'Indiana et de la Caroline du Nord de tenter de départager Barack Obama et Hillary Clinton. Mais attention à ne pas trop se focaliser sur ce duel. On aurait tendance à oublier l'autre candidat côté républicain. Mais alors, que fait John McCain? Réponse aux États-Unis, Alain Chalvron. Qu'il est doux d'être candidat quand ses adversaires s'entre-déchirent et qu'on n'a plus qu'à ramasser les morceaux. Alors qu'Hillary et Obama passent 18 heures par jour en campagne à se dénigrer l'un l'autre, John McCain, lui, poursuit son tour du pays à train de sénateur, accompagné de son épouse aussi blonde que silencieuse, pour répéter et répéter encore son message. Je suis fier d'être un républicain conservateur comme au premier jour. John McCain regarde l'Amérique au fond des yeux et du fond du microscope. Il la trouve fascinante. Il ne s'en lasse pas de cette Amérique qui crée, qui invente, mais qui souffre aussi. Beaucoup de nos compatriotes se demandent comment ils vont faire pour garder leur maison, pour se payer une assurance santé. Oui, mes amis, beaucoup d'Américains passent par une période difficile. Problème, si elle souffre, l'Amérique, c'est tout de même un peu à cause de George Bush, républicain comme lui. D'ailleurs, les démocrates l'appellent Mac Bush, et ça n'est pas un compliment. Difficile d'incarner à la fois l'héritage et la rupture. Sur ce point, McCain est fasciné par l'exemple Sarkozy. J'adore votre président. S'il y a un domaine où McCain ne prend pas ses distances, c'est bien l'Irak. La guerre jusqu'à la victoire, c'est son mot d'ordre. Il s'est payé un petit voyage à Bagdad, au milieu des boys, qui aurait été un plein succès s'il ne s'était terminé sur une gaffe monumentale où le candidat s'est emmêlé les pinceaux entre chiites et sunnites, Iran et Al-Qaïda. Désolé, je voulais dire que les Iraniens entraînent des extrémistes chiites et non pas Al-Qaïda. Il n'en a pas fallu plus pour que les médias pointent à nouveau son âge, 71 ans, son handicap principal. John McCain, c'est le genre de gars qui décroche la télécommande de la télé lorsque le téléphone sonne. À cela, John McCain répond tout simplement en se tournant vers sa mère, 95 ans. Sous-entendu, j'ai de bons gènes. La chaleur ne fait pas bon ménage avec les ordures ménagères à Naples et la population est désormais au bord de la crise de nerfs. La ville du sud de l'Italie entre dans une période plus estivale et elle n'a toujours pas résolu son problème de déchets. Et certains, vous allez le voir, n'hésitent pas à incendier les amas de détritus. Nos envoyés spéciaux, Philippe Visserias et Clara Bosco. Le feu. En dernier recours, c'est ainsi qu'à Naples, les habitants se débarrassent des ordures qui s'amoncellent encore dans leurs rues. Avec le retour de la chaleur, les odeurs sont devenues insupportables. Hier, une trentaine de feux de poubelles ont été signalés, dégageant des fumées toxiques. C'est pire que Bagdad ici, on ne s'en sortira pas. Pourtant, depuis quelques mois dans la campagne autour de Naples, plusieurs sites de stockage provisoires reçoivent tous les jours des centaines de tonnes d'ordures. Problème, ils seront bientôt saturés. Pour les incinérer, on les envoie même en Allemagne. 50 trains sont partis de Naples pour Leipzig, un périple de 1600 km. À Naples, la saison touristique s'est ouverte dans la morosité. Faute de clients, ce célèbre hôtel a dû fermer ses portes. Dans ce grand restaurant, les tables restent souvent vides. Nous avons eu une chute de 70% de notre clientèle. Certaines agences nous ont appelés pour annuler en disant « Naples, c'est fini ». Un centre-ville relativement propre, des banlieues encore jonchées de sacs poubelles, c'est le visage de Naples aujourd'hui. Une situation que l'Union européenne n'accepte pas. Elle menace de saisir la Cour européenne de justice pour dénoncer l'inefficacité de l'administration italienne. Silvio Berlusconi, le nouveau chef du gouvernement, a annoncé qu'il tiendra son premier conseil des ministres à Naples et qu'il fera du règlement de la crise des déchets sa priorité numéro 1. Le sport et le football, qui de Paris, Toulouse ou Lens rejoindra la Ligue 2 l'an prochain? C'est apparemment entre ces trois grands clubs que les choses devraient se jouer pour le dernier fauteuil maudit. Un suspense et des questions. Quelles seraient les conséquences pour un club, par exemple, comme le Paris Saint-Germain? Les joueurs, les sponsors, le public
Début de réponse avec Christophe Tortora. L'égalisation toulousaine hier soir, à la dernière minute, laisse le PSG 18e au classement, relégable à 2 journées de la fin. Une descente serait une catastrophe sportive, mais également un désastre financier. Le PSG a le 3e plus gros budget de Ligue 1. Avec 70 millions d'euros cette année, le club verrait son budget divisé par 3. En Ligue 2, le budget ne serait plus que de 20 millions d'euros. Le PSG était l'une des équipes les plus diffusées cette année. Les droits télé passeraient de 28 millions d'euros versés à 6 millions d'euros en Ligue 2. Une éventuelle relégation aurait aussi des conséquences sur l'effectif. Actuellement, le PSG compte dans ses rangs 5 des plus gros salaires du championnat de France. Paoletta 2e et Roten 5e gagnent plus de 4 millions d'euros par an. Une baisse automatique de 20% du salaire des joueurs est prévue en cas de descente. Généralement, ils préfèrent quitter le navire. À ce jour, en L2, les plus gros salaires sont de l'ordre de 40 000 euros bruts par mois pour ce championnat. Je vois difficilement des joueurs à 100 ou 200 000 euros par mois, même avec 20% de moins, l'année prochaine, sous le maillot du PSG, parce que le budget ne pourra pas suivre. En Ligue 2, les tumultueux supporters, s'ils viennent, paieront leur place 2 fois moins cher. Les sponsors vont s'interroger, pas enchantés d'être associés à une équipe qui perd. Seule la mairie de Paris a assuré le club de sa fidélité. Paradoxe, Paris est d'ores et déjà assuré de jouer la Coupe de l'UEFA l'an prochain, grâce à sa victoire en Coupe de la Ligue. Il reste 2 matchs au club pour tenter de rester en Ligue 1 parmi l'élite. Et à noter le résultat de cette fin d'après-midi, Saint-Etienne et Lille ont fait match nul en fin de journée, 0-0. Et puis ce soir, le dauphin de Lyon-Bordeaux se déplace à Marseille, un match au sommet entre le 2e et le 3e de Ligue 1. Le cinéma avec Tu peux garder un secret, le dernier film d'Alexandre Arcadi avec Juliette Arnaud et Pierre Arditi, une comédie romantique où comment un mensonge insignifiant peut se transformer en véritable vaudeville. Pascal Deschamps et Marie Cros. Et toi alors? Toujours seule, hein? Moi, seule? Ah, mais pas du tout. Vous voulez garder un secret? Ah voilà, je suis obligée de rester très discrète parce que l'homme que j'aime, c'est notre patron. Pour cacher son désert sentimental, Delphine invente un gros mensonge. Et bien sûr, le secret va faire le tour de sa boîte. Une situation délicate dont les 2 amis de toujours vont tenter de la tirer. Je suis pas dans son lit, toute la boîte va me tomber dessus, c'est la catastrophe. Le mieux, ce serait qu'il tombe vraiment amoureux de toi. 3 bonnes copines et leurs histoires de mecs, c'est ce qui a fait le succès de ces drôles de dames dans leur spectacle Arrête de pleurer Pénélope, avec lequel elles sont toujours en tournée. 500 000 spectateurs en 4 ans. Et pourtant, quand on leur a enfin proposé un film, elles n'y croyaient pas. Incrédulité d'abord. Voilà, quand Arcadi nous a proposé, ouais, on s'est dit ouais, bien sûr, ouais. Mais elle est où la caméra? Qu'est-ce qui se passe? On n'y a pas cru une seule seconde, donc on est resté de marbre. Il nous a tendu le scénario, on a fait donc il s'est dit ok, donc elle se la pète, ça y est, elles ont la grosse tête. Si c'était vraiment sa maîtresse alors? Comment ça, si c'était vraiment sa maîtresse? C'est même pas Mission Impossible. Tu crois? Regarde, Podane, finish. Elle se fait le prince. Le prince, c'est Pierre Arditi. L'acteur fétiche d'Alain Resnais au répertoire théâtral plutôt sérieux découvrait ici un style plus débridé. J'ai eu l'impression de voir les pieds nickelés, alors donc ça m'a beaucoup amusé, quoi, parce elles ont beaucoup de charme, mais en même temps elles sont complètement bordellos. Bon. Et c'est ce qui fait leur charme et leur identité. Il y a plein de gens, ils se taisent, c'est pas pour autant qu'ils pensent des trucs intelligents. Hein. Ça, c'est... Alors là, je dis d'accord, je dis bravo. Je vous donne ma lettre de démission. Vous voulez démissionner parce que vous êtes amoureuse? Ben, c'est pas une faute professionnelle, ça, Delphine. C'est tout au plus une faute de goût. Les Pénélope, elles, c'est au cinéma qu'elles ont pris goût, puisque de hall de gare en aéroport, elles écrivent leur 3e spectacle pour le grand écran. Et comme chaque dimanche, voici maintenant le classement des films au premier jour de leur sortie cette semaine. En tête, ce n'est pas vraiment une surprise, Iron Man, le super-héros américain tiré d'une bande dessinée. En 2e position, le beau film de Jean Becker, 2 jours à tuer avec Albert Dupontel. Ensuite, autre film français, Le Grand Alibi de Pascal Bonitzer, adaptation d'un roman d'Agatha Christie. Enfin, 15 ans et demi avec, entre autres, Daniel Auteuil. On prend la direction de Venise maintenant et sa célèbre place Saint-Marc, qui n'est plus vraiment la même depuis quelques heures. Ainsi, nourrir les pigeons est désormais devenu formellement interdit, sous peine d'amende, une décision appliquée ou pas. Eh bien, on voit cela avec le reportage en Italie de Philippe Bisserias et Clara Bosco. Dernier festin avant fermeture définitive. Sur la place Saint-Marc, les vendeurs de graines en colère ont organisé une petite manifestation.
une distribution gratuite pour protester contre la décision de la mairie qui les met au chômage. Nous voulons rester ici et continuer à travailler pour faire vivre la culture de Venise. Ils sont en train de tuer Venise. Ici, les pigeons sont comme les gondoles, ils font partie du décor. Place Saint-Marc, des générations de touristes se sont fait photographier en train de nourrir les charmants volatiles, plutôt envahissants et peu farouches, tellement gavés de graines qu'ils se laissent attraper sans résistance. Désormais, les nourrir coûte cher, 50 € d'amende. Entre les pour et les contre, le débat fait rage. Nous on est venus pour ça, pour pouvoir voir les pigeons. Les sans pigeons, je trouverais ça très triste. Les pigeons, il faut tous les bouffer en brochette, comme ça on s'éclate. C'est comme si vous enlevez la Tour Eiffel à Paris. Il y en a trop là. Vive les pigeons. Depuis 10 ans, la place Saint-Marc était le dernier refuge des pigeons de Venise, le seul endroit de la ville où l'on avait encore le droit de les nourrir. Ils s'y sont tellement multipliés que pour les Vénitiens, c'en était devenu invivable. Ici, c'est devenu un poulailler, ou plutôt un pigeonnier. On marche littéralement sur les fientes de pigeons. Vous pouvez voir sur les monuments la corrosion des marbres. Chaque contribuable vénitien dépense par an 275 € pour nettoyer et réparer les monuments de la ville endommagés par les fientes de pigeons. Entre tradition touristique et respect d'un patrimoine unique, la Sérénissime a choisi. Même si c'est impopulaire, ces policiers municipaux en savent quelque chose. Après avoir essayé de dissuader les vendeurs de graines, ils battent en retraite sous les railleries. Avant de terminer le journal, je vous rappelle l'une des informations du jour. Ce cyclone qui a touché la Birmanie, le bilan est lourd, plus de 350 morts. La ville de Rangoon a été touchée, de nombreuses habitations dévastées. Près de 100 000 personnes seraient déjà pour le moment sans abri. Voilà pour l'essentiel de l'information de cette fin de week-end. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. La météo, c'est avec Isabelle Martinet, puis du cinéma avec Sandra Bullock et un film de Barbette Schroeder, Calcul meurtrier. Demain à 13h, Élise Lucet, à 20h, David Pujadas. Je vous souhaite un très bon dimanche soir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.